Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Télésud pour une nouvelle émission. C'est la seule émission au monde consacrée aux diasporas. Et donc on a une marraine pour la première, on est très heureux de la retrouver, Sonia Rolland. Merci d'avoir accepté d'être la marraine à vie de cette émission. Actrice, réalisatrice, Miss France en 2000, égérie des plus grandes marques. Et puis j'en oublie, évidemment, vous êtes présidente de Maïcha Africa, on en parlera tout à l'heure. Je commence par présenter ton pays d'origine, le Rwanda. Si je fais une erreur, tu m'arrêtes et je ne serai pas vexé. Capitale, Kigali. Alors, vous voyez que c'est un tout petit pays, la superficie, 26 000 km², la population, 12 millions d'habitants. La langue, c'est toi qui vas le dire, Sonia. Le Kinyarwanda, mais il y a aussi l'anglais, le français et le swahili. Et le français, parce que c'est une... Historiquement, c'était une colonie belge, donc francophone. Donc c'est francophone. La diaspora rwandaise, on retrouve des Rwandais, on le voit sur la deuxième infographie, partout dans le monde, Canada, France évidemment, Belgique, Grande-Bretagne. Pourquoi ? C'est évidemment du fait du génocide de 1994. On rappelle qu'en 100 jours, 800 000 morts, ça fait partie des génocides les plus durs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a des Rwandais partout et ils sont très connus. La plus connue et la préférée pour nous, elle est sur le plateau, c'est Sonia Rolland. Stromae, dont le papa est rwandais, il est né en Belgique. Corneille, canadien, et Gaël Faye, que tu connais bien. Et sa maman est rwandaise. Et dont la maman est rwandaise, donc beaucoup de métis chez les Rwandais. On va passer à la première rubrique, c'est mon album photo. Alors Sonia, l'album photo de Sonia Rolland, tu as passé des heures à chercher des photos, à fouiller, et on va retrouver déjà Sonia Rolland avant Sonia Rolland, 1980, cette photo incroyable, improbable, tu nous en parles un peu. Elle est très belle cette photo parce qu'elle est tellement improbable, cette rencontre est improbable. Mon père est le seul homme blanc quasiment de ce mariage. Et Jacques, Pierre, Jackie pour les intimes, et Landrada Rolland vient d'avoir 30 ans. Elle est encore une vieille fille parce qu'elle n'est pas encore mariée. Et je suis conçue ce jour-là, visiblement. Donc c'est la photo. Alors cette photo, on la garde. C'est le jour de ma conception. Le jour de ta conception. Incroyable. Alors on va passer 9 mois pour ta naissance et 5 mois plus tard, ce petit bout de chou 1981 avec sa maman. Donc là, c'est le Rwanda. Et mon papa. Et alors ton papa, est-ce que tu peux me raconter à partir de cette image déjà, comment ils se sont rencontrés. En fait, mon père avait répondu une offre d'emploi au Rwanda et il travaillait dans une imprimerie. Puis un jour, il doit livrer quelque chose à une ambassade où ma mère travaille et il tombe littéralement amoureux. Il fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous. Elle était très méfiante parce que les Blancs à l'époque, c'était compliqué, surtout pour une femme Tutsi, parce qu'à l'époque il y avait quand même la ségrégation et puis il y avait les femmes étaient très vite taxées de traîtres à la nation si elles donnaient des informations aux Blancs. Enfin bref, il y avait vraiment une omerta en fait. Et ton papa courageux qui demande la main de ta maman à un monsieur, ton grand-père, qui ne parle pas français. Qui ne parle pas français, mais qui l'accueille au village quand même, parce que mon père a fait 4 heures de route pour aller demander la main de ma mère. Et moi, je le qualifie d'homme très courageux et très téméraire aussi. Bravo, Jackie. 1984, alors tu es toujours toute petite, on va te voir en 1984 avec, tu as 3 ans. Et là, je suis pieds nus. Je suis pieds nus, c'est aux grandes dames de ma mère qui essayait quand même de me mettre des souliers aux pieds. Mais moi, je vivais comme les gens qui vivaient à la maison, c'est-à-dire ma nounou, le jardinier. Je voulais, je parlais ma première langue, c'est le Kinyarwanda, c'est pas le français. C'est à l'école que j'apprends le français, un petit peu avec mon papa, mais je lui répondais toujours en Kinyarwanda. Et puis je savais pas mettre de chaussures en fait. Moi, il fallait que je vive avec les animaux de la pépinière. Ça, oui, dans la pépinière, il y avait un peu des chiens. On m'appelait Mougli. Mougli, ça c'est du dossier. Oui. Et dire que je suis une fan de chaussures aujourd'hui, c'est vraiment l'ironie du sort. C'est une très belle enfance. Très belle enfance. Joyeuse, insouciante. Quel est ton premier parfum ? J'aime bien poser cette question. Ça, c'est un parfum qui revient souvent quand, par exemple, je descends sur le tarmac
de l'aéroport de Kigali, c'est le parfum de la terre rouge, parce que le Rwanda, c'est une terre humide, équatoriale, et ça vous saisit comme ça. Et moi, ça me fait basculer dans ces années-là où je gambadais dans la pépinière de mes parents. Voilà. Alors, tu n'es pas toujours toute seule avec les animaux, tu as des enfants de ton âge. On voit la photo qui suit, tu es à l'école et tu as un ennemi qui s'appelle Sekou. Oui, qui est sur la le photo. petit garçon noir à droite, là. Ouais. Et toi, tu es tout en haut. Je suis tout en haut à gauche. Blanche, hein. Ouais, tout en haut à gauche, j'ai l'air si sage. Ouais. Et en fait, tous les deux, on était des ennemis pas possible. Quoi. Lui, il était hyper actif, il n'arrêtait pas de se bagarrer avec les autres, et moi, je me bagarrais avec lui tout le temps. Et finalement, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Encore aujourd'hui, on se parle toujours. Il faut dire que c'est Koulibaly, hein, c'est ça? C'est Koulibaly, voilà, qui est directeur adjoint chez L'Oréal. Forcément, il travaille dans une... Il travaillait chez L'Oréal, et c'est quelqu'un qui a de fortes ambitions, qui est toujours... Alors, ce qui est drôle, c'est la probabilité aussi de se retrouver était quand même quasi nulle, mais c'est grâce à Miss France, finalement, qu'il m'a retrouvée, comme Gaël Faye, comme tout... En fait, on s'était perdu de vue et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il faut dire aux plus jeunes qu'Instagram n'existait pas. Ah, oui. Internet n'existait pas. Internet n'existait pas. Oui. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, ouais. Et on va maintenant passer à la France. Quand tu arrives en France, oui. Tu as 11 ans, en fait. Oui, c'est une transition qu'on va vivre. On quitte le Rwanda pour rejoindre le Burundi 2 ans après, parce que mon père déplace son imprimerie au Burundi. Et entre-temps, il nous envoie chez ma grand-mère dans un hameau de 400 habitants qui s'appelle Massy. Et ma grand-mère nous reçoit, ma mère, mon frère et moi. Et on fait classe unique avec mon frère, un nouveau concept. On découvre l'hiver, le froid, la neige. Mon frère Michael. Hein. Voilà, exactement. Et puis là, on voit une photo de mon frère et moi perdus dans la nature. Deux petits métis dans la neige. Voilà. Des petits métis qui découvrent la neige, et on porte des vêtements que les voisins avaient donnés à ma grand-mère parce qu'on n'était pas du tout parés pour l'hiver, en fait. On arrivait là de manière un peu imprévue, quoi. On voit la photo qui suit est intéressante parce que ce qui est... Alors, non seulement on aime bien te voir à cet âge-là, mais les collines derrière, c'est important parce que tu m'as dit que ta maman est retrouvée dans ces collines de Bourgogne, les collines, en fait, de son Rwanda. Et c'est pour ça qu'elle a... Oui. Elle a cherché à rester, en fait. Oui, maman, en fait, est très attachée à la Saône-et-Loire, cette partie de la Bourgogne du Sud très vallonnée et qui lui rappelle les collines du Rwanda. Et c'est vrai qu'elle y est très attachée et elle n'en bougera pas, quoi. Sauf si un jour elle fait le retour dans son pays. Mais mon père repose là, il nous a quittés en 2015 et je pense qu'elle veut rester ici aussi. C'est sa terre d'accueil, en fait. La photo d'après, c'est le Burundi. On est en 1993. Ouais. Et alors là, on va encore expliquer aux plus jeunes ce qu'est une boum. Parce que c'est une boum, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que c'est que les booms, une partie, j'en sais rien. Mais... Alors là, c'est pour ton anniversaire. Hein. Oui, c'était pour mon anniversaire des 12 ans. Alors j'ai emprunté les fringues de mon père. Je porte la chemise. Parce qu'à l'époque, c'était la mode des vêtements larges, des baggy. Donc on prenait les affaires de mon père pour pouvoir... voilà. Et j'étais très fan de hip-hop, de Will Smith, de basket. C'est l'amour du basket né à l'âge de 9 ans. Oui, à l'âge de 9 ans. Ouais. Et je deviens fan de Michael Jordan. Burundi, et on repart sur la France. Donc là, c'est la fameuse transition au Burundi. Voilà. Ça dure 2 ans, une adolescence parfaite. Ouais. Mais là... Cette photo-là, c'est plutôt 94, le collège, des années plutôt difficiles. Très difficile parce que c'est mon arrivée en France de manière totalement... Mon retour en France à nouveau, mais dans un contexte plus difficile, dans la mesure où on est dans des conditions d'exilés. En fait, on a quitté tout avec une simple valise et un album de famille. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas tant de photos que ça de mon enfance. Et puis la découverte d'un nouveau milieu social, les HLM, le milieu ouvrier, parce que mes parents perdent tout. Laisse tout derrière eux. Tu accompagnes ta maman au Resto du Cœur? J'accompagne ma mère au Resto du Cœur. C'est une période très difficile financièrement. Et puis, mon père essaye de récupérer ses biens, l'argent de ses assurances et tout ça. Puis, il revient bredouille 1 an plus tard. Maman vit une forme de discrimination due à ses origines culturelles et donc se voit refuser
des boulots à l'équivalence de ses diplômes. Donc première injustice, mais mon père, lui de son côté, il vit l'injustice de l'âge parce qu'il arrive en France avec un bagage, une expérience, mais qu'il ne peut pas faire valoir parce qu'il est trop vieux. Et donc il se voit relégué à des boulots de tourneur-fraiseur dans des usines. Donc ça apprend beaucoup de choses. Déjà, ça apprend l'humilité quant à la question du travail et de la vie tout court, la résilience. Et puis surtout, quelque chose de très fort que mes parents m'ont donné en héritage, c'est la combativité, quoi. Enfin, le fait de jamais cette résilience, voilà, exactement. De ne pas baisser les bras. On passe à une photo où on te voit en short. Donc là, on va voir... le basket, oui. Ouais, c'est le basket 96, hein, c'est ça sur cette photo. Écoute, en fait, cette photo, parce que je n'avais pas de photo de cette époque-là, donc je t'ai passé cette photo parce qu'elle évoque le basket. Mais je n'ai pas de photo de mon adolescence en basketteuse parce que ce n'était pas un endroit où mes parents étaient, déjà. Moi, j'y allais avec mes copines et ça me faisait... c'était mon exutoire du week-end. Mais cette photo, c'est la Fédération française de basketball parce que j'ai été marraine de l'équipe de France de basket, Tony Parker, Boris Dio, pendant plusieurs années. Et du coup, j'ai retrouvé ce lien avec le basket, qui est le démarrage finalement de ma vie de Miss aussi. C'est incroyable. C'est-à-dire que sans le basket, pas Miss France. Ben non, parce que c'est sur un terrain de basket qu'un monsieur qui était en lien avec le comité Miss Bourgogne me rencontre voilà, et me propose de me présenter à Miss Bourgogne. Bon, je l'envoie un peu paître parce que, d'une part, je lui dis, je ne vois pas en quoi je représente la Bourgogne puisque je suis métisse. Voilà. Et puis, parce qu'à l'époque, c'était évident qu'il n'y avait pas de représentation, en fait. C'est vrai. Il y avait déjà eu une femme noire qui était d'origine guadeloupéenne. Tout à fait guadeloupéenne. Mais elle était française. Moi, c'est vrai que d'origine africaine, ça a quand même fait grincer des dents pas mal de monde. Alors, on y vient. 2000, ton sacre, donc première africaine à devenir Miss France en 2000. Et Miss Bourgogne. L'improbabilité de devenir Miss Bourgogne m'a quand même aidé à un peu croire que je pouvais un jour peut-être devenir Miss France. Et cette photo, évidemment, donc là, la France entière te découvre. Tu es très jeune quand tu deviens Miss France, 18 ans. Ton papa a finalement réussi à accepter que tu fasses le concours. Et ta maman n'était pas forcément favorable. On voit ta maman là sur les images. Non. Une photo émouvante où elle est très heureuse, mais au départ, c'était pas facile. Pourquoi? Non, parce que ma mère avait ce souci des études. Pour elle, il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Parce que moi, je me rêvais comédienne et il n'y avait pas de représentation à l'époque en France. Il y avait Mousse Diouf qui était dans Julie Lescaut et encore c'était un second rôle. Mais il n'y avait pas en fait, c'était pas permis de pouvoir rêver à ce genre d'avenir. Et du coup, ma mère me disait, il faut que tu aies ton diplôme, il faut que tu aies tes études, passe ton bac, fais des études et on verra plus tard. Là, pour elle, c'était pas un métier. Elle est quand même très contente, Miss France. C'est un cataclysme. Hein. Et puis alors là, cette photo, elle est intéressante parce qu'on te voit draper dans le drapeau tricolore, le drapeau français. L'émission s'appelle Diaspora. Donc ça a l'air formidable. Comme ça, 2000, une petite fille métisse rwandaise devient Miss France. Le drapeau tricolore. En même temps, je crois que tu es une des seules Miss France à ne pas avoir fait la couverture de Paris Match. Je crois pas. Oui, non, moi, j'ai pas fait la couve de Paris Match. Je sais pas comment ils peuvent l'expliquer. En revanche, c'est vrai que pour moi, ça a été une année géniale parce que ça m'a permis de comprendre ce qu'était la France et puis de faire corps avec mon identité française. C'est-à-dire qu'il n'est pas... En fait... C'est très rare dans la vie d'une personne de pouvoir découvrir un pays à ce point, c'est-à-dire aller dans les plus petites villes de France et découvrir aussi les cultures, les us et coutumes, être reçu toujours merveilleusement bien, mais en même temps se sentir aussi comme un peu l'élu, celle qui est un peu celle à qui on va faire les honneurs, mais en la préservant quand même de toutes les critiques qu'on pourrait avoir à l'égard, ne serait-ce que de l'immigration, de ce qui fait peur finalement. Et moi, en fait, ça a développé ma curiosité pour la France, mais ça m'a permis aussi de faire parler de moi et de ma culture et d'ouvrir peut-être un petit peu le regard sur la différence et cette richesse aussi qui fait la France finalement de la diversité. Alors pour terminer cet album photo, on va évidemment parler d'une période plus contemporaine.
même si tu es toute jeune, réalisatrice, tu vas finalement parvenir à ce rêve. 2014, oui. Rwanda, du chaos au miracle. Et là, on voit des images de toi. Oui, en train de réaliser au Rwanda. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que je deviens comédienne en 2002 avec Radu Mihalanoud sur un film qui s'appelle Les Pygmées de Carlo, qu'on tourne en Afrique. Et moi, je le vois comme un grand symbole. Je me dis, ça y est, en fait, je démarre en tant que comédienne en Afrique, ça va forcément me porter chance. Et puis, je me disais, de toute façon, le premier film que je ferai, il sera dédié au Rwanda. Et c'est un film qui résume 20 ans de reconstruction du pays. Donc c'est un documentaire qui explique de manière très pédagogique quels ont été les outils de la reconstruction du pays. Voilà. Et finalement, il y a eu des rencontres qui m'ont permis de créer ce genre de rêve, de projet. Je pense par exemple à Quincy Jones. En 2013, j'étais en train de me questionner quant à mon avenir en tant que femme métisse dans un milieu où il faut faire partie d'une case. Et moi, je suis totalement incasable parce que ni noire ni blanche, pas assez noire, pas assez blanche pour certains rôles. Et du coup, je me dis, mais où est-ce que je vais être dans tout ça ? Et Quincy me dit, tu as des contrats publicitaires, tu vas investir une partie de tes contrats dans tes projets. Et tu vas monter ta boîte de prod et tu vas voir, les gens vont te suivre. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu vas faire, tu le fasses bien, tu t'entoures bien et tu le fais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a porté ses fruits. TV5 a été mon premier diffuseur. Alors, on te voit, il y a eu plein de rôles, Léa Parker notamment, mais le dernier, peut-être, c'est 2020. Voilà, on te voit là, c'est Mélissa Sainte-Rose, l'héroïne, la policière de Tropique criminel. La deuxième saison, je crois qu'on l'attend pour peut-être février. Pour février. En tout cas, elle est bouclée. France 2, et donc évidemment les téléspectateurs te reconnaissent dans cette série. On va passer, Sonia, à la deuxième rubrique, qui est la rubrique solidaire. Alors Sonia, il y a une deuxième partie de ta vie qui est de se consacrer aux autres et en particulier aux enfants. Et ta notoriété, très rapidement, tu la tournes vers les enfants, et en particulier les enfants du Rwanda, avec une première association en 2001, je crois, qui s'appelle Sonia Rolland pour les enfants. C'est ça ? Oui, mais très vite, on a changé le titre parce qu'on se rendait compte que les gens venaient pour Sonia Rolland, mais pas pour les enfants. Oui, donc, du coup, on l'a appelé Maisha Africa, qui veut dire le droit de vivre en Afrique en swahili. Et puis, voilà, depuis, on a eu une multitude de projets qu'on a réussi à réaliser, mais ce qu'on fait, c'est que tous les 2 ans ou 3 ans, on organise un dîner de charité qui va financer un projet qu'on va réaliser, qu'on va réaliser sur 2 ans, parce que c'est au moins le temps qu'il nous faut pour construire. Et par exemple, 2 très beaux projets qu'on a fait, on a réhabilité un ancien orphelinat qui est devenu d'ailleurs un lieu de mémoire en centre de loisirs dans les quartiers populaires. On va le voir tout à l'heure, mais là, je voulais que tu me parles d'abord de la santé, parce que je t'ai vu dans un service de néonatologie. C'est le dernier gala qu'on a fait, qui a pu financer... Voilà, c'est là. En fait, c'est à Musanze, dans le nord du Rwanda. Il y a un très grand hôpital et malheureusement, le service néonatologie n'avait que très peu de moyens pour acheter du matériel. Et du coup, on a fait un dîner de charité que vous avez vu là à l'instant et qui a financé l'achat de matériel qui coûte très très cher. Mais c'est des couveuses, des respirateurs. Voilà, ça c'est un respirateur. C'est un respirateur, tout à fait. Et du coup, on a très clairement aidé à réduire la mortalité. Oui, le taux de mortalité est divisé par 2 dans cette région du Rwanda. Impressionnant. Et le deuxième volet dont tu parlais, c'est évidemment la question de l'éducation et de cet orphelinat qui aujourd'hui est un centre de loisirs et qui éduque aussi les enfants du Rwanda, dont je crois qu'il y a un... En fait, ce qu'on faisait à la base, c'était de construire, parce que l'État avait beaucoup de mal à trouver des financements pour construire des structures scolaires, et après c'était eux qui allaient trouver les professeurs et tout ça. Et puis on a eu un très très beau projet, c'est cet orphelinat qu'on a complètement transformé en centre de loisirs dans un quartier populaire, parce que quand il n'y a plus d'école, les enfants errent. Et on voulait leur permettre l'accès à autre chose, à des loisirs, à l'apprentissage, une formation musicale ou artistique aussi. Et ça a vraiment beaucoup aidé le quartier. Le voilà. Et ça, c'est tous les enfants des environs qui viennent bénéficier gratuitement d'une formation.
Alors d'ailleurs, dans un de tes documentaires, c'est Femmes du Rwanda, oui. Il y a un extrait particulièrement à la fin que je recommande, mais d'ailleurs je vais tellement vous le recommander qu'on va le voir ensemble. Très bien. Il y a 15 ans, j'ai créé l'association Maisha Africa pour participer à la reconstruction du Rwanda par le biais de l'enfance. Récemment, lors de l'anniversaire de l'association, nous avons pu récolter des fonds auprès de généreux donateurs afin de rénover le centre Gisimba. Là, c'était mon ancien bureau. On a tout changé, on a grandi. Incroyable. Il y a la bibliothèque pour les enfants, ça est devenu la bibliothèque pour les enfants. Ils lisent, ils écrivent, ils font pas mal d'histoires. Ils savent maintenant rédiger eux-mêmes leurs petites histoires. Ils rédigent leurs histoires à eux. C'est génial. Bravo. Il est le papa de tous les enfants ici. Ouais. Il en a vu beaucoup. Tous les enfants du quartier. Combien d'enfants ici? Ceux qui sont passés à mes mains, c'est au moins, je dirais, plus de 800. Mais ils sont éparpillés dans tout le pays. Et ils reviennent toujours ici. Ils reviennent. S'il y a un événement, je dis à tout le monde, allez, il y a un événement, venez. Tous. Cette ancienne orphelinat est totalement métamorphosée. C'est beau! À la place des anciens dortoirs, des salles de danse, d'art plastique ou de musique. La chanson, tu as vu I Know I Can. C'est le thème de ce camp aujourd'hui. C'est le thème. I Know I Can. J'étais moi-même une enfant lorsque j'ai quitté l'Afrique. Mais en l'espace d'une génération, le Rwanda a su renaître et offrir à ses enfants le plus précieux des cadeaux, un avenir. Un avenir dans le pays où ils sont nés. Un avenir où le fait d'être une femme est désormais une chance. On a toujours la petite larme hein, quand on voit cet extrait terminé par le questionnaire optimiste. Sonia, le film qui te rend heureuse? Out of Africa. C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, quoi. J'ai une petite idée, ça te rappelle ton enfance? Oui, non, et puis cette espèce de romance entre ces deux personnages, cette modernité imposée à une époque où l'Afrique, on en parlait toujours avec misérabilisme, et je trouve que c'est beau d'avoir des projets comme ça, portés par des gens qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Et c'est beau, c'est très beau. Le livre qui t'inspire, que tu peux relire. Ah, relire et relire, c'est Le ventre de l'Atlantique. Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Ouais, c'est un livre sur la résilience et le fait de transformer l'essai. Il est incroyable. Et en plus, fort. L'émission Diaspora, je pense que tu as presque ça. choisi le livre. Ouais. Une rencontre qui aurait changé ta vie, qui aurait bouleversé ta vie. Alors j'en parlais tout à l'heure, c'est Quincy Jones, parce que lui m'a donné cette ambition de devenir indépendant, de mener mes projets par moi-même et surtout de ne pas avoir peur finalement. Voilà. Oui, Quincy Jones, c'est vrai qu'on pense aux musiciens, on pense aux producteurs de musique, pas seulement de musique. Hein. Prince de Bel-Air, c'est lui, enfin, il est un très gros producteur. Mais aussi parce qu'il a changé le regard à un moment, quand il produisait Le Prince de Bel-Air, il me disait qui est le personnage le plus important. Je disais, je pense l'oncle Phil, et il me dit pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'on voyait une représentation d'un homme noir qui pouvait être à la fois juge, qui habitait un très beau quartier et qui pouvait accueillir son neveu de Sao Tele pour lui donner une éducation. Voilà, ça a changé la perception qu'on pouvait avoir de la communauté noire et ça a permis aussi des ambitions, finalement. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Sonia ? Moi, mes enfants, hein, avant tout le monde. C'est la question. Si mes filles sont heureuses, moi je suis heureuse. Je veux dire,
c'est bateau, mais c'est vrai. Et la dernière question que je voudrais te poser, c'est ce qui te donne, la période est difficile, mais ce qui te donne des raisons d'espérer. C'est cette jeunesse, en fait, dans tous les mouvements qu'on peut voir, qu'ils soient humains, écologiques, enfin, je vois cette jeunesse qui n'est pas prête à se laisser marcher dessus. Je me souviens d'un slogan que j'avais vu récemment qui disait Don't fuck with you fucked with the wrong generation. Vous avez merdé avec la mauvaise génération. Et je trouve cette image très forte et ce slogan très fort. Ça veut vraiment dire qu'ils ne sont pas prêts à se laisser marcher dessus. On l'a encore vu récemment avec le PSG quand ils ont quitté le stade parce qu'il y a eu des insultes racistes. C'est bien que la jeunesse se mobilise pour ça. Mais il faut aussi qu'elle avance et qu'elle ait des ambitions et des projections. Et se projeter aujourd'hui, c'est pas très simple, mais qu'elle ait ce courage-là, c'est fort. Moi, je me nourris beaucoup de la jeunesse. Merci Sonia Rolland pour l'émission, pour être notre marraine à vie maintenant. Donc ça veut dire que je reviendrai. Sur toutes les diasporas d'ailleurs, on va trouver un peu des origines un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Les magnifiques images d'ailleurs qui étaient autour de nous pendant qu'on parlait, eh bien c'est ton documentaire, hein, oui. Femmes du Rwanda. Il y a aussi Retour aux sources, hein, le film du réalisateur Fitzgerald Jego et Pascal Petit. Oui. Hein, voilà, ces images du Rwanda qui nous entouraient, notamment ces magnifiques montagnes. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci aux équipes de Télésud, Delphine, Sabir, Carole, Lucie, André, je ne peux pas tous les citer. C'était la première de Diaspora. À la semaine prochaine.